Podcasteuse, c'est un épisode tous les 15 du mois. Une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. Alexander Edelman a été directeur de recherche et a travaillé sur la mucoviscidose pendant des années. Il aurait pu nous en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le seul sujet qui l'anime. En plus de la science, il a toujours aimé avoir une caméra dans la main. Partageant sa vie avec une artiste, il a décidé sur le tard d'exprimer, lui aussi, sa créativité en réalisant des films fiction et documentaires. Habitué à travailler en groupe, Alexander s'est entouré d'une équipe d'amis cinéphiles. Dans cet épisode, il nous partage comment il réalise ses films et comment l'influence de son histoire familiale le pousse à travailler sur la transmission de la mémoire de la Shoah. J'ai travaillé toute ma vie dans la recherche fondamentale, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Mais c'était aussi une passion. Je voulais faire des films depuis que je suis tout petit. Je prenais beaucoup de photos, même quand j'avais 14 ans, j'ai gagné un concours, mais je ne suis pas allé prendre le prix, parce que mes parents ils ont dit c'est pas la peine. Et après, je voulais faire l'école du cinéma. Mais encore une fois, mes parents ils ont dit non, tu n'es pas assez doué, et de toute façon tu gagneras jamais ta vie avec ça. Donc voilà, j'étais trop faible pour m'imposer. Mais toute la vie, je voulais faire ça, c'est-à-dire même quand je faisais de la recherche, j'avais une petite caméra avec moi, toute petite, et je tournais, j'étais un caméra geek. Au début, j'ai filmé tout, j'ai filmé la famille, je filmais des événements. J'allais à Varsovie le 19 avril, c'est le jour de commémoration de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Alors moi, j'ai filmé tout ça et je faisais des petits montages. Et puis les amis me disaient, mais on ne comprend pas, est-ce que c'est vraiment pour être public ou est-ce que c'est privé? Parce que c'est en même temps privé et public, donc il faut que tu te décides si ce sont des films de famille ou si c'est pour être montré. Pour que je sois un peu plus imaginatif, j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire des films, mais un peu mieux construits. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et mon premier film, effectivement, qui s'appelait Nobody in Sight, donc Personne à l'horizon, c'était des acteurs, c'était aussi des amis, c'était aussi des gens de mon travail qui étaient dans ce film. Ça a pris 2-3 ans pour que j'ai le matériel pour le montage. Et puis voilà, j'ai fait ce film. J'ai envoyé à des festivals, il y a des centaines de festivals dans le monde, comme ça j'ai envoyé c'est un moyen métrage, à peu près 30 minutes. Et il a eu le prix à Chicago. Alors voilà, c'était ça qui m'a convaincu que je peux faire quelque chose qui peut être intéressant pour les autres, que mon regard peut donner à réfléchir aux gens et avoir plaisir de voir les images. Voilà. Pendant la prise de son, Alexandre me confie qu'il estime avoir beaucoup de chance, car il a rencontré des gens qui l'ont beaucoup aidé à concrétiser ses projets. Il me parle d'un chercheur de son laboratoire, Mario Olero, qui l'a aidé à l'écriture des scènes de groupe de son premier film. Il me parle aussi d'Anne Agrana et de Dominique Povros, respectivement spécialistes du montage et de la prise de son, qui l'aident du tournage jusqu'à la post-production. Je me suis entouré de gens très professionnels. Je connais quelqu'un, maintenant je travaille avec une femme qui a fait le montage toute sa vie et qui fait aussi maintenant les tournages avec moi, et le montage, elle m'aide beaucoup. J'ai un copain qui est ingénieur de son. Bon, il m'aide aussi. Il faut avoir une équipe. C'est un peu comme au travail, j'avais une équipe. Là, j'ai compris qu'il fallait une équipe. Et pareil, celui qui dirige, le réalisateur, il prend beaucoup de décisions. Mais il faut avoir une réponse à tout. C'est-à-dire, si quelqu'un te demande est-ce que je me mets là ou à mettre qu'un, il faut être sûr que ce soit comme ça et que la personne n'a pas de doute. C'est la vraie direction. En plus, il faut avoir l'image qu'on veut obtenir à la fin dans sa tête. Mais pour ça, il faut de l'argent.
Je pense que si on n'est pas sorti d'une école, on ne peut pas avoir d'argent. Et si on commence tard, c'est très difficile d'avoir de l'argent. Autant dans la recherche, c'est pareil, il faut avoir de l'argent, il faut savoir comment demander l'argent et il faut avoir un réseau de gens qui vont t'évaluer. Finalement, ils vont te donner de l'argent ou pas donner. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire de la recherche. Si tu n'as pas d'argent pour le film, ben, tu peux faire un film, mais il ne va jamais être distribué, et puis il ne va jamais être montré, sauf à des amis ou à un plan plus large des amis. Et c'est mon cas, donc je n'ai jamais réussi à avoir un vrai producteur. Oui, une fois, mais c'était vraiment très petit. Du coup, je me suis dit, je ne peux pas faire de film de fiction. Le premier film, c'était un film un peu de fiction. Il faut que je fasse des documentaires. Comme je voulais filmer, ça m'était égal qu'est-ce que je filme, pourvu que je fasse un film. Donc avec des documentaires, c'est un peu plus facile. Mais normalement aussi, il faut une équipe. Il faut se déplacer avec une équipe. Mais parfois, on se déplaçait qu'à 2, ou parfois, on se déplaçait à 3. Parfois, j'étais tout seul. Donc le premier documentaire, c'était un tournage... une équipe de théâtre à Île-d'Art qui a monté une pièce de Thomas Bernhard. Après, j'ai fait un autre tournage, un autre documentaire. Et le théâtre dans tout ça, j'ai fait beaucoup sur le théâtre. Des théâtres amateurs, mais aussi des professionnels, jusqu'à Ariane Mnouchkine, avec qui on a fait une interview, comme toi tu fais avec moi. Nous, on a fait avec Ariane Mnouchkine, j'étais très intimidé. Alexandre, c'est quoi le théâtre engagé ? Oui, c'est quoi le théâtre engagé ? Mais comment se fait-il que j'interroge Ariane Mnouchkine sur le théâtre engagé ? Le 28 avril 2017, 10 jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Que s'est-il passé que des idées de fascisme sont devenues à la mode ? J'ai envie de dire pas forcément. En fait, selon moi, le théâtre et l'art en général se doit d'être indépendant. C'est-à-dire que ces deux sphères, donc la sphère de l'art et la sphère de la politique et sociale... Ce film-là n'a jamais été accepté dans un festival. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Certes, il était qu'en français, puisque c'était en France que ça se passait, mais bon, c'est en France, c'est très difficile. Partout, c'est difficile, mais bon, en France, c'est particulièrement difficile. Ensuite, mes amis m'ont dit, mais fais encore quelque chose, c'est bien quand tu fais quelque chose d'imaginatif. Et nous sommes partis à Naxos, en Grèce, à 8-9 personnes. Et j'ai fait là-bas, à Naxos, tout le monde est gratuitement. Hein. Chacun payait le billet. Je n'avais pas d'argent pour payer pour 10 personnes un voyage à Naxos et ensuite le tournage. Donc, on a fait tout bénévolement. Et j'ai tourné là-bas un film de 15 minutes qui s'appelle House Fiction. Et c'est une allégorie, parce que c'était l'époque où les migrants arrivaient beaucoup sur les îles grecques. Donc, c'est une allégorie un peu sur l'arrivée de migrants. C'est un clown qui arrive et puis comment il est accueilli par les locaux. Lui, il a été pris dans les 2 ou 3 festivals, oui. Il n'a pas eu le prix comme le précédent, mais quand même, il a été... Parce que bon, c'est pas Hollywood, hein. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Ça fait plaisir aux gens de participer. Après, on a fait 2 ou 3 projections privées. Les gens ont apprécié. Après, il y a eu un festival ou 2. Pareil, c'était un plaisir. Et puis bon... Il faut toujours avoir à l'esprit que j'ai ma carrière scientifique derrière, donc je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'aime faire ça que je fais ça. Where is my father's house? Where is my father's house? Ce qui est drôle, c'est que ça, c'était en 2016. Et là, les gens m'écrivent pour me demander « Mais quand est-ce que tu recommences ?» Parce qu'on aimerait participer encore une fois.
de mon père? Où est la maison de mon père? Dans chacun de mes films, il y a une référence, soit directe, soit indirecte, à la Shoah. Dans Nobody Inside, il y a une comédienne qui joue une jeune fille qui est la petite fille d'une résistante dans le ghetto de Varsovie. C'était le jour de l'anniversaire de ma grand-mère, le premier jour du printemps. C'était le tour d'Ariel de mourir. Et ce jour-là, c'était le jour de ses 24 ans. La grand-mère a reçu un cadeau extraordinaire dans le ghetto. 3 jonquilles fraîches. Ariel était à la morgue de l'hôpital. Alors elle déposa ses fleurs sur sa dépouille. Elle n'avait rien d'autre pour cet enfant qui aurait dû vivre. Dans tous les documentaires, il y a une question qui est relative à ça. Dans le film que je termine le montage, il y a aussi une partie sur comment transmettre la mémoire. Cet artiste, une partie de son travail porte justement sur la transmission de la mémoire de la Shoah. Et mon projet qui est au stade de la note d'intention, donc ce n'est pas encore commencé, mais pour celui-là, je cherche un producteur parce que je ne peux pas le faire sans. C'est un projet d'un documentaire sur un parti politique juif du début du XXe siècle, il s'appelait Bund. Il défendait les prolétaires juifs en Russie et en Pologne jusqu'à 1939, 40, 43, c'est-à-dire jusqu'à l'anéantissement des prolétaires et des juifs par les nazis. Tout ce travail que je fais, il n'est pas seulement en création pour création, mais il transporte un message. L'histoire de ma famille, c'est que la mort, puisque ça se terminait dans les chambres à gaz. Donc ceux qui ils ont survécu miraculeusement, mais ils ont survécu, mais beaucoup de ma famille a disparu dans les chambres à gaz. C'est présent en moi. Je travaille, oui, toujours en relation avec comme une empreinte. Sauf que c'est important de savoir ce qui peut arriver parce que les temps sont comme ça. Tu vois, de la guerre en Ukraine. Tout ça, ça devient tellement similaire à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il faut rappeler aux gens. Ça, je pense pas que ça peut changer beaucoup, mais au moins les gens savent de quoi il s'agit. Et tu attends, tu voyages pendant quelques jours, dans le froid, tu as faim, ensuite on t'amène. On te coupe les cheveux, on te déshabille et on te met dans une pièce où il y a plein de monde et on met le gaz. Et tu t'étouffes pendant 45 minutes. Pour nous, c'est inimaginable que c'est faisable. Que l'homme puisse faire ça à l'homme. Eh bien, c'est possible. L'homme, c'est une espèce horrible. Avec Anna Granac, avec qui je travaille maintenant, nous avons fait un documentaire dont le titre c'est « D'un génocide à l'autre ». Au XXe siècle, il y avait 4 génocides. Donc, au début, c'était Naba et Herero en Afrique du Sud. Ensuite, 1915, les Arméniens. Ensuite, les Juifs. Et à la fin, c'est le génocide contre les Tutsis. Rwanda, un petit pays en Afrique centrale. Environ 1 million de morts, en majorité des Tutsis, massacrés en 100 jours par les soldats, milices et les voisins Hutus. Personne ne peut comprendre ça. Nous voulons seulement savoir comment cela a pu être possible. Et donc, j'ai connu quelqu'un qui, pendant le génocide des Tutsis, était au Rwanda. Et je lui ai dit, mais il faut que tu racontes ce que tu me racontes, parce qu'il faut que ce que tu as vécu, ça se sache. Parce que c'est pas parce qu'on parle à la télévision une fois de temps en temps que les gens intègrent. Et donc, on a décidé de faire un film où nous sommes allés avec lui au Rwanda. C'est la première fois qu'il allait au Rwanda après le génocide. Donc, nous avons fait un film où, justement, il y a cette expérience de ce prêtre qu'on suit au Rwanda
Et il y a aussi des gens qui ont vécu la Shoah, qui étaient encore là, qui me racontent. Chantal Omoraza a couru avec son frère d'une colline à l'autre pendant les 100 jours du génocide. Elle avait environ 15 ans. 100 jours, c'est énorme. Des fois, je me demande si est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai dormi un jour, est-ce que j'ai eu mes règles, je suis une fille. Et il arrive que des bouts reviennent, que je me souvienne et que j'ai mangé, ça n'a pas voulu descendre. Pareil, il n'a jamais été montré à la télévision ni nulle part ailleurs, alors que je vois que le documentaire, par exemple, de Bernard-Henri Lévy, ça passe facilement. Je ne trouve pas que notre documentaire est moins bien que celui de Bernard-Henri Lévy, mais que je sais très bien que ce film existe, mais je pense que le témoignage comme le nôtre, il devrait exister aussi. Il devrait avoir une place, quoi. Il devrait avoir une place. Il y a toujours des documentaires d'autres que Bernard-Henri Lévy, mais c'est des gens qui sont dans le milieu. Donc voilà, c'est très bien, moi j'ai rien contre. Mais je trouve que c'est dommage, parce que ma vision, et je pense particulière, je suis né en Pologne et je suis arrivé en France quand j'avais 20 ans à peu près. C'était les années 68, il y avait à nouveau une vague d'antisémitisme en Pologne. Et mes parents, ayant vécu ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, ils ne voulaient plus que les enfants vivent comme ça. Donc ils ont dit, il faut absolument quitter ce pays puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà pourquoi je suis venu en France et je commençais à faire des études, effectivement. De ce fait, j'ai quelque chose en moi qui fait que je vois des choses de façon un peu différente. Il y a Spielberg qui a fait un film qui s'appelait La liste de Schindler. Je pense qu'il est passé à côté complètement. Enfin, lui, ça se voit que c'est un film américain et que ce gars-là, autant c'était un réalisateur extraordinaire, autant là, il n'a rien dans les tripes en ce qui concerne cette partie de sa cinématographie. Et je pense que j'aurais fait mieux. Le cinéma, c'est aussi une rencontre avec les gens. Pas seulement avec ton équipe, mais avec ceux que tu vas voir. Je ne suis pas omnibulé par la création artistique. Je pense que tout peut être création artistique. Pour moi, le cinéma, c'est la passion et c'est aussi pouvoir être créatif. Même dans un documentaire, c'est ce que chaque documentaire, chaque personne qui fait un documentaire, c'est différent. Et je pense que nos documentaires, parce que je travaille avec Anne, je pense qu'on pourra un jour les reconnaître que c'est à nous. Et c'est ce que je veux que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire des choses tout seul, mais c'est toujours plus facile de faire à deux. Cisza dla tego, kto nie chce słyszeć. C'est plutôt Torturers, les amis de Joseph Mengele. La grand-mère lui injecta de la morphine et il s'est endormi. La bêtise, c'est de vouloir conclure. L'épisode est agrémenté d'extraits de 4 fictions et documentaires d'Alexander Edelman et d'Anne Agrana, dans l'ordre d'apparition, et le théâtre dans tout ça, House Fiction, Nobody in Sight et D'un génocide à l'autre. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.